Merci beaucoup pour votre aimable invitation. Donc, je tiens d'abord, avant de commencer, de parler un peu du sujet qui m'a été attribué, de remercier le comité d'organisation pour leur aimable invitation et surtout pour les féliciter de la qualité du congrès et surtout du programme vraiment très 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 riche. Félicitations. Donc, d'année en année, le programme est de plus en plus pertinent et surtout d'un haut niveau scientifique. Je remercie évidemment aussi les laboratoires Abbott qui m'ont aussi invité pour animer donc ce symposium autour de ce sujet qui est les troubles de cycle. Et donc, pour ne pas faire des choses de faculté, de faire un cours, donc j'ai opté plutôt pour faire ce sujet autour de cas cliniques, puisque c'est vraiment le quotidien et c'est quelque chose qui semble être très habituel, très simple, mais dans la pratique des choses, on a des cas qui nous posent problème. Et donc, on va essayer plutôt de discuter, si le temps le permet. Je préfère que ça soit interactif pour pouvoir un petit peu interagir. Voilà, les troubles de cycle, c'est des choses que vous connaissez très bien. C'est euh, au premier motif de consultation en gynéco, aussi en médecine générale, surtout pour les cabinets qui font beaucoup de gynécologie. C'est quoi les troubles du cycle? C'est très vaste, en fait, c'est plus de 70% de la gynécologie, puisque les troubles du cycle, ça peut être des troubles de durée, comme ça peut être des troubles hémorragiques, comme ça peut être des troubles douloureux. Donc, en fin de compte, tous les symptômes de la gynécologie peuvent être appelés troubles de cycle. Les étiologies sont évidemment très variables et le retentissement sur les patientes aussi très variable. Et donc, notre objectif, lorsqu'on fait une démarche diagnostique et thérapeutique, c'est, comme toujours, d'abord rechercher l'étiologie et surtout éliminer une étiologie maligne en premier, l'organicité, puis traiter la patiente pour répondre aux symptômes, mais aussi à la qualité de vie de ces patientes. Et on va voir que certains symptômes, certaines pathologies n'engagent pas le pronostic vital des patientes, mais engagent beaucoup plus la qualité de vie. C'est pour ça que on va s'occuper de ces dames. Donc, je commence par ce premier cas clinique. C'est une dame de 42 ans qui est mariée, mère de 4 enfants, qui avait accouché par voie basse. Elle n'a pas de contraception depuis 2 ans et qui consulte pour des troubles de cycle de type raccourcissement de cycle. Donc, son cycle est de 15 à 18 jours. Et là, j'ouvre juste la parenthèse sur la sémiologie parce que lorsqu'on pose la question à nos patients de manière comme ça sémiologique, la durée du cycle, les patients parfois peuvent répondre à la différence ou la durée entre la fin des règles et le début des autres règles. Il faut bien préciser parce que parfois les patientes peuvent nous induire en erreur et croire qu'elle a un cycle raccourci ou allongé alors que c'est juste une manière d'exprimer le cycle. Elle présente cette dame des spottings occasionnels prémenstruels depuis 8 mois. Donc l'examen retrouve un col d'aspect normal, un frottis qui a été fait qui est normal et un utérus de taille normale. Donc pour résumer, raccourcissement de cycle, spotting, 42 ans, pas d'antécédents particuliers. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que vous pensez à des diagnostics fibrome? Parce que là, j'attire juste l'attention que normalement, ce qu'on a appris, ce qu'on apprend aux étudiants à la faculté, c'est qu'on fait la sémiologie, l'interrogatoire, l'examen clinique, puis on évoque le diagnostic. Ce qui n'est pas vrai dans nos cerveaux, surtout des gens qui sont déjà dans la pratique. Dès qu'il y a le premier symptôme, notre cerveau de médecin, de quelqu'un qui a pratiqué de la médecine, il évoque des diagnostics dès le premier signe. Et ça, c'est intéressant parce que on va poser les questions par la suite, on fera tout en fonction des diagnostics qui ont été évoqués. Et plus ces diagnostics évoqués au tout début sont pertinents, plus le chemin vers le diagnostic étiologique va être très court. Fibrome, kyste, polype, hyperplasie de l'endomètre, cancer de l'endomètre. Bon, qu'est-ce qu'on peut évoquer? La dame, elle a un raccourcissement. On peut évoquer l'insuffisance ovarienne, oui, le polype parce qu'elle a des spottings. Les kystes ovariens, vous savez très bien qu'il y a des kystes sécrétants qui peuvent perturber les règles et perturber les cycles. Donc, a priori, on pense à ça. Fibrome, non, parce que les fibromes vont se manifester beaucoup plus par des troubles hémorragiques et douloureux. Et le cancer de l'endomètre, c'est pas l'âge, c'est pas la symptomatologie.
Qu'est-ce qu'on fait comme bilan paraclinique? Ouais, dosage FSH, tout ça. L'AMH, très bonne réponse qui me permet de riposter sur ça pour dire que l'AMH, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, mais essentiellement dans le contexte de l'infertilité. Très très peu d'apports pour diagnostiquer et traiter les patientes en dehors de l'infertilité, sauf si vous vous souciez de l'infertilité d'une jeune, éventuellement pour une préservation de fertilité ou autre. J'espère que mon temps n'est pas terminé parce que je vois disparaître les diapositives sur l'écran. Pas encore. Je suis sur l'écran. Si on peut remettre, s'il vous plaît, les diapositives sur l'écran. Voilà, dosage de FSH, dosage d'AMH, échographie pelvienne, hystéroscopie IRM pelvienne. On est tous d'accord. Notre examen de routine qu'on fait le plus fréquemment, c'est l'échographie, c'est l'examen le plus utile. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Échographie qui est réalisée à J5. Vous voyez l'utérus, vous voyez l'ovaire droit et gauche. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on peut dire que c'est une échographie qui n'a rien de particulier? Oui, mais elle est à J5, la dame. J5, c'est tout à fait normal d'avoir c'est tout à fait normal d'avoir un endomètre qui est fin. Par contre, là, si justement, c'est juste pour attirer votre attention, je le dis toujours, lorsqu'on fait de l'échographie en gynécologie, on le fait chez des dames qui ont un cycle qui se modifie. C'est une échographie entre parenthèses qui est fonctionnelle. Ce n'est pas uniquement morphologique. Si on fait uniquement la morphologie, je dirais c'est une échographie normale. Si on interprète notre échographie en fonction du cycle de la dame et des données de la physiologie, j'ai un follicule à 18 mm sur l'ovaire gauche de la dame. Est-ce que c'est normal à J5? C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dame qui commence un recrutement folliculaire très précocement. Et donc ça s'associe à quoi? S'associe le plus souvent à un début d'insuffisance ovarienne. C'est des choses qu'on voit beaucoup chez les patientes infertiles quand on veut démarrer les stimulations et on voit des choses comme ça. La dame, elle est à J3, vous voyez déjà un follicule de 14. Les choses sont cuites déjà. Si vous allez induire d'ovulation sur ce follicule de 14, il sera de mauvaise qualité et il sera déjà à 18-20 vers J7, J8 avec un endomètre à 5. Donc, c'est des signes d'insuffisance ovarienne. Voilà. Donc là, la dame, elle a une insuffisance ovarienne. C'est ce qui explique que cette dame ait des cycles raccourcis. Parce que le début de l'insuffisance ovarienne, c'est le raccourcissement du cycle, justement par ce mécanisme-là. L'augmentation de la FSH en fin de cycle précédent qui est élevée, il y aura un recrutement folliculaire précoce et ces dames vont avoir des cycles qui se raccourcissent et vous allez avoir des échographies comme ça. Deuxièmement, vous aurez des corps jaunes de mauvaise qualité. C'est pour ça, c'est ce qui explique quoi comme symptôme chez cette patiente? Le spotting. Bravo. Donc, c'est une dame qui a une mauvaise phase lutéale parce qu'elle a une mauvaise phase folliculaire. Et donc là, on peut faire notre diagnostic rien qu'avec cette échographie. J'ouvre encore une autre parenthèse pour vous demander est-ce que le dosage de la progestérone va avoir un apport ici? Est-ce qu'il faut le faire? Parce que quand on dit insuffisance lutéale, on va dire oui, on va l'authentifier. Il faut qu'on dose la progestérone en phase lutéale pour voir est-ce que le taux est normal ou il est en dessous. Justement, ça ne sert absolument à rien pour plusieurs raisons. La plus simple, c'est que si vous dosez la progestérone le matin, vous allez trouver qu'elle est à 5. Vous allez dire que c'est bon. Vous la dosez à 16 heures de l'après-midi, vous allez trouver qu'elle est à 3. Elle est variable dans la journée. Et justement, il n'y a pas de seuil pour parler d'insuffisance lutéale. Je vais faire la parenthèse, aucun intérêt à doser la progestérone dans ce contexte-là. Qu'est-ce que vous allez proposer à cette dame? Rappelons-le, on a fait notre diagnostic, c'est un problème qui est fonctionnel.
c'est gênant pour la patiente parce qu'elle a des spottings 10 jours par cycle, des cycles raccourcis, donc on va traiter la fonction pour juste améliorer la qualité de vie de cette patiente. Pilule østroprogestative, possible. Rappelez-vous qu'elle a 42 ans. Je sais que vous savez que c'est pas une contre-indication, mais c'est pas la méthode de première intention vu les risques vasculaires. Personne ne dit que la pilule est contre-indiquée après 40 ans. On le sait, mais c'est peut-être pas la bonne méthode à utiliser, que ce soit en contraception ou en thérapeutique. Lorsqu'il faut le faire, il faut le faire. On le prescrit. Mais lorsqu'on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Microprogestatif en continu, non, ça va aggraver son spotting. Progestatif 16e, 25e, oui, pourquoi pas. Acide tranexamique, stérilet hormonal. C'est une possibilité. Donc là, progestatif 16e, 25e, et très bonne remarque, 11e, 25e, justement, lorsqu'on veut traiter des troubles hémorragiques, le plus souvent, il faut traiter au moins du 11e au 25e parce que c'est démontré que le protocole du 16e au 25e ne marche pas bien. Ça, c'est clair. Par contre, lorsque vous avez des cas d'irrégularité de cycle et vous voulez mettre en place un traitement progestatif pour la régularisation des règles et du cycle, là, vous pouvez le prescrire du 16e au 25e, comme par exemple chez les patients qui ont des OPK, rien ne nous oblige à prescrire du 11e au 25e. Stérilet hormonal, c'est une très bonne méthode chez une patiente qui a 42 ans. Si jamais elle désire une contraception, c'est une belle alternative ici. Deuxième cas clinique, patiente de 28 ans, mariée, primigeste, primipare, consulte pour retard de règles de 4 mois, cycle régulier depuis la ménarche, puis allongement progressif jusqu'à de la durée du cycle. Notion de contraception orale, œstroprogestative, depuis l'âge de 23 ans jusqu'à 27 ans. Voilà, donc on a beaucoup d'informations. Elle a un cycle qui était régulier, puis elle est maintenant en aménorrhée de 4 mois et elle avait pris la pilule. Quels sont les éléments qu'on va rechercher chez cette dame? Poids, taille, c'est clair. Vaccination par le BCG, pas vraiment. Déroulement de l'accouchement, hémorragie, gestion utérine, est-ce que c'est utile? Oui, parce que on peut avoir deux conséquences de l'accouchement hémorragique qui peuvent donner des aménorrhées. C'est la synéchie, bravo. Et deuxièmement, le syndrome Chian, si jamais c'est une hémorragie importante qui a entraîné une apoplexie hypophysaire. Signe d'hirsutisme, oui, la dame elle est jeune, elle est en aménorrhée, il faut chercher ça. La galactorrhée, évidemment, donc vous avez parfaitement raison. La seule chose qui n'est pas très utile dans notre interrogatoire, c'est la vaccination par le BCG. Quels examens complémentaires première intention chez cette dame? Bravo, donc je devrais même pas venir. Évaluation clinique, qu'est-ce qu'elle retrouve? Première grossesse à l'âge de 22 ans, après 3 ans de mariage, IMC 27, elle a quand même un hirsutisme, absence de galactorrhée et les bêta-HCG sont négatifs. Qu'est-ce que vous allez demander maintenant? Voilà, il faut faire une échographie pour voir quoi? Voilà, pour voir d'abord est-ce qu'il y a une morphologie ovarienne qui est en faveur du syndrome des ovaires polykystiques parce que ça peut expliquer. Pour voir aussi est-ce qu'il n'y a pas un endomètre qui est atrophié qui peut évoquer éventuellement une synéchie et voir aussi s'il y a d'autres pathologies. Voilà, l'échographie. Est-ce qu'on dose les hormones FSH, LH, E2, testostérone, AMH, prolactine? On peut y avoir recours, pardon. Oui, la prolactine. Très bien. Bon, l'AMH, on a dit que c'est plutôt dans le contexte de l'infertilité, et même dans le contexte de l'infertilité, j'ouvre encore une autre parenthèse pour dire que la valeur de l'AMH dans le diagnostic des ovaires polykystiques n'est pas encore établie et ça fait pas partie des critères. On peut l'utiliser pour des choix thérapeutiques entre stimulation par gonadotrophine et drilling. J'ai dit bien on peut.
C'est pas encore établi. Voilà. Écho, prolactine, testostérone, AMH non, FSH, LH non. Donc là, vous voyez cet aspect échographique. La prolactine, elle est normale. Voilà, donc c'est un aspect, ce qu'on appelle actuellement PCOM, c'est-à-dire aspect morphologique d'ovaire polykystique. C'est pas un syndrome d'ovaire polykystique, il faut rassembler les autres critères. Testostérone, elle est élevée. Est-ce que ça vous rassure? Oui, parce que ça va nous rajouter un autre élément clinique chez cette jeune dame. Là, quel est votre diagnostic? Insuffisance ovarienne, évidemment, non. Hypogonadisme, hypogonadotrope, il n'y a pas de signe en faveur. D'ailleurs, on n'a pas dosé la FSH parce qu'on ne pensait pas à ça. Syndrome des ovaires polykystiques, oui. Hyperprolactinémie, non. Et insuffisance lutéale, non. Voilà. Je pense que c'est pas très utile de vous rappeler ça. Vous le connaissez très bien. Il faut juste dire que ça n'a pas changé. Les recommandations de 2018 puis de 2020, ils ont reconduit les critères de Rotterdam. C'est toujours les 2 critères parmi les 3, c'est-à-dire il faut avoir une oligoanovulation, c'est-à-dire les troubles de cycle, hyperandrogynie, qu'elle soit clinique ou biologique. C'est pas obligatoire toujours de doser les hormones, surtout que vous le savez très bien, on a des problèmes à doser la testostérone de manière correcte dans certains contextes. L'échographie avec l'aspect morphologique à l'échographie des ovaires polykystiques, c'est-à-dire plus de 12 follicules par ovaire. Je rappelle que les follicules en trop, c'est des follicules entre 2 et 10 mm et qu'il faut faire ça en général les 5 premiers jours du cycle. Rappel, l'obésité, l'hyperglycémie provoquée, tout ça, ça peut faire partie de la sémiologie des OPK, mais ça fait pas partie des critères diagnostiques. De même que pour la FSH et la LH, s'il vous plaît, c'est pas très utile de doser, c'est même inutile de doser la LH pour diagnostiquer les syndromes des ovaires polykystiques. Donc notre jeune dame n'a pas de projet de grossesse actuellement. Quelle est votre proposition de prise en charge? Voilà, la diététique, pilule œstroprogestative, oui, pourquoi pas. Citrate de clomifène, non. Metformine, discutable. Progestatif, discutable comme deuxième intention. Si vous avez, surtout pour les jeunes, vous avez des patientes qui sont réticentes par rapport à la pilule et éventuellement ou ayant des contre-indications, les progestatifs, c'est juste pour avoir des règles en fait, parce que il faut avoir des règles chez les patientes qui ont les OPK. Pourquoi? Parce que pourquoi il faut obligatoirement mettre ces patientes sous pilule, par exemple? C'est le cancer de l'endomètre. La dame ne veut pas avoir d'enfant, elle a des OPK, il a des spanioménorrhées de 3, 4, 5, 6 mois. Pourquoi on va lui dire, madame, il faut perdre du poids effectivement et tout ça? Si ça ne marche pas pour régulariser votre cycle, on va vous prescrire la pilule. Première des choses, c'est un bon traitement pour les troubles cutanés et tout ça, pour l'hirsutisme si on a, même si la patiente n'en a pas, il faut que cette dame ait des règles au moins 4 fois par an. Pourquoi? Parce que les OPK sont des facteurs de risque d'avoir un cancer de l'endomètre par le biais de l'hyperœstrogénie. Une dame qui n'ovule pas, elle a que des oestrogènes, elle n'a pas de progestatif, elle n'a pas de progestérone, elle n'ovule pas, donc pas de progestérone. Donc un endomètre qui est exposé aux oestrogènes tout au long de l'année sans avoir de progestatif, c'est un facteur de risque de cancer. Donc là, vous aviez raison. La metformine, on peut tout à l'heure en discuter. C'est ciblé. Il faut cibler les patients chez lesquels il faut la donner. Progestatif en deuxième intention. Voilà, je passe sur ça. C'était juste pour rappeler que voilà, lorsque vous n'avez pas de règles, pour avoir des règles, il faut un endomètre qui fonctionne et un ovaire qui fonctionne. La cause la plus fréquente des aménorrhées, c'est essentiellement les troubles de l'ovulation. Donc, il faut essayer toujours de voir une dame qui a un retard de règles. Est-ce qu'elle ovule? Elle n'ovule pas. S'il n'ovule pas, pourquoi? Et vous connaissez les causes de troubles de l'ovulation. C'est essentiellement les ovaires polykystiques, les problèmes de prolactine et les dystrophies ovariennes et autres. Donc là, je passe sur ça parce que je vois que le temps passe.
Troisième cas clinique, patient de 38 ans qui est mariée, mère de 4 enfants, sous contraception mécanique, consulte pour ménorragie depuis 5 mois. Que recherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Donc là, principal symptôme, elle a des ménorragies. Donc qu'est-ce qu'on va rechercher? Oh là là. Mode d'accouchement. Oui. Caractéristiques du cycle. Oui. Durée de mariage. Non. Ça a un intérêt uniquement si la patiente a un problème d'infertilité. Antécédent gynécologique, évidemment. Présence de dysménorrhée associée, évidemment. Donc là, vous avez raison. Examen physique, qu'est-ce que je cherche? L'IMC, la coloration, le spéculum, la taille de l'utérus, adénopathie inguinale. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut tout rechercher un examen clinique chez cette dame? IMC, oui, bien sûr. Coloration des conjonctives, évidemment. Le spéculum, voir le col. Et ça, s'il vous plaît, je réouvre une autre parenthèse. C'est pas parce qu'on a la sonde échographique la plus pertinente qui existe à côté de nous qu'on fait directement une écho endovaginale ou suspubienne sans faire de spéculum. Je pense que vous aussi, vous avez vu des dames qui ont eu 10 échographies, 10 prescriptions de progestatifs, jamais d'examen spéculum. On récupère des dames avec des choux-fleurs sur le col, des cancers du col. Les réflexes de la faculté ne sont jamais démodés. Hein. Mettre un spéculum, c'est toujours important. Le poids de cette dame est de 60 kg, sa taille 1m70, antécédent rien, dysménorrhée, pas de métrorragie, examen clinique normal. Donc sur ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? Surtout la dysménorrhée et le reste est normal. Elle a un IMC qui est très correct. Quels sont vos diagnostics? Endométriose. L'endométriose est une pathologie qui donne beaucoup plus des troubles douloureux et essentiellement de l'infertilité. Les troubles hémorragiques, c'est plutôt l'endométriose interne qu'on appelle l'adénomiose. Donc là, j'évoquerai plutôt l'adénomiose, les fibromes, les polypes, et là, c'est juste un rappel de choses que vous connaissez. Ici, c'est l'approche de la figure qu'on appelle Palm-Cohen. Tous les troubles hémorragiques sont résumés ici. Vous avez une dame qui fait des ménorragies, des métrorragies, des ménométrorragies, polyménorrhées, tout ce que vous voulez. Ça peut être soit organique, c'est ce qu'on appelle le palme, polype, adénomiose, léomiome, c'est-à-dire fibrome, et malignancy, c'est-à-dire les tumeurs de l'endomètre ou les lésions précancéreuses. Ça, c'est les pathologies organiques. Deuxièmement, les pathologies fonctionnelles, c'est soit les pathologies fonctionnelles hormonales ou les pathologies fonctionnelles sur la coagulation, les troubles de l'ovulation. Et il y a évidemment les problèmes iatrogènes secondaires à la prescription soit de médicaments anticoagulants, soit par les moyens contraceptifs qu'on utilise. Parfois, ils sont source de troubles hémorragiques comme les spotting et autres. Qu'est-ce qu'on va demander comme examen paraclinique? Voilà, écho, voilà, recommandation des Américains, de tout ce que vous voulez, pas d'intérêt à démarrer par de l'hystéroscopie ou par, il faut faire juste une échographie de préférence par voie endovaginale, parce que c'est un peu compliqué de voir certaines pathologies par la voie suspubienne. Les collègues qui font beaucoup de consultations de gynéco peuvent utiliser donc l'échographie endovaginale et investir. Pour les autres qui n'ont pas beaucoup de gynéco, c'est pas une mauvaise chose d'envoyer chez un autre collègue ou de convoquer la patiente chez un autre collègue et aller faire son échographie par voie endovaginale lorsqu'il y a lieu. Pour les patientes vierges, l'échographie endorectale est très très utile, surtout si vous suspectez de la pathologie endocavitaire. Donc là, l'échographie de la jeune, qu'est-ce que vous remarquez? Exactement, c'est une hypertrophie de l'endomètre. Voilà, donc le diagnostic, il est clair, c'est une hypertrophie. Maintenant, est-ce que on s'arrête là, on traite la dame, ou bien il faut faire autre chose? Voilà, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut biopsier? D'après vous, est-ce qu'il faut toujours biopsier lorsqu'on a une hypertrophie? Parce que le risque, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir un carcinome in situ, ou même un cancer, ou une lésion. Voilà, c'est exactement les critères et les facteurs de risque. Deux cas de figure. Une dame
qui a une hypertrophie, elle a des facteurs de risque de cancer de l'endomètre, il faut faire une biopsie. Pas de facteurs de risque, pas de biopsie, on traite par les progestatifs et on va revoir. Quels sont ces facteurs de risque? C'est les antécédents personnels ou familiaux, c'est l'âge supérieur à 40 ans, c'est l'échec déjà de traitement médical, et les patientes qui ont des problèmes comme de l'hypertrophie associée à de la novulation, comme les OPK à un âge de 40 ans, il faut bien faire la biopsie si vous avez ça. Par quoi on peut traiter? En général, il faut atrophier, donc essentiellement c'est les progestatifs et de la phase folliculaire, donc 5e, 25e essentiellement. Les analogues, c'est trop fort pour ça. Voilà, donc je passe sur ça. Que j'avais préparé pour 45 minutes et donc là on n'a que 30 minutes, donc c'est pour ça que je vais un peu rapidement. Vous me permettez de terminer à 2 cas cliniques ou là? Hein? 5 minutes de plus. 5 minutes de discussion. Voilà, donc on continue à 2 cas cliniques. D'accord. Donc 44 ans, célibataire, IMC à 21 et des antécédents rien, consulte pour des troubles de cycle de type de raccourcissement et diminution d'abondance de cycle. Là aussi, donc c'est un raccourcissement, elle a 44 ans, elle n'a pas d'autres troubles. À quoi on va penser? Troubles d'ovulation, fibrome, insuffisance lutéale, cancer, synéchie. On revient, donc là, la dame elle est célibataire et elle a un raccourcissement avec une diminution de l'abondance. Voilà, l'insuffisance ovarienne, la synéchie, l'insuffisance lutéale. Donc, pardon, trouble d'ovulation, l'insuffisance lutéale. Quel bilan paraclinique? Là aussi, donc c'est à peu près dans courbe température, ça il faut l'oublier, c'est obsolète, ça on le fait plus. L'échographie. Il y a une diapo qui a sauté. Voilà, donc là, effectivement, cette dame avait sur l'échographie une échographie strictement normale, il n'y avait pas de polype, il n'y avait rien, et donc on avait diagnostiqué une insuffisance lutéale. Le traitement, c'est les progestatifs durant la phase lutéale. En fait, c'est ce cas-là que je voulais mettre. 19 ans, ménarche à 11 ans, consulte pour des cycles irréguliers avec une durée de cycle de 35 à 60 jours avec des règles abondantes. Les signes cliniques pouvant orienter l'étiologie. L'IMC supérieur à la normale, l'IMC inférieur à la normale. L'hypertrichose, la cicatrice d'appendicectomie ou l'acné. Donc tout à part la cicatrice d'appendicectomie parce que tout va nous orienter. Voilà. L'examen retrouve un morphotype normal, pilosité normale, IMC à 22, absence de galactorée, présence d'une acné légère. Bilan paraclinique à réaliser chez cette jeune. Écho, dosage de prolactine, dosage de testostérone, échographie surrénalienne, dosage de FSH. Écho et dosage de prolactine, d'accord? Là, vous avez la prolactine qui est normale et vous avez cette échographie-là. Est-ce qu'on a besoin d'autres bilans? Il faut doser la testostérone. Pourquoi? Parce que la dame, elle a une acné et vous avez cette spanioménorrhée et vous avez, même si l'échographie est en faveur, rappelez-vous l'âge de la patiente. Elle est jeune. Pour dire quoi? Pour dire que pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques chez les patientes jeunes, moins de 18 ans, il faut toujours avoir les 3 critères. Ce n'est pas comme les patientes moins jeunes, on peut avoir les 2 critères. Pourquoi cette recommandation internationale d'avoir obligatoirement l'hyperandrogénie biologique pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques? Parce que c'est très fréquent d'avoir des troubles de cycle, d'avoir de l'acné, voire même une légère hypertrichose chez les populations des adolescentes. Et on a remarqué qu'on fait beaucoup de diagnostics par excès d'ovaires polykystiques chez les adolescentes. C'est pour ça que chez la patiente adolescente, moins de 18 ans en tout cas,
il faut obligatoirement avoir les 3 critères. Donc, là, la testostérone était élevée, et donc là, notre diagnostic, c'est un syndrome des ovaires polykystiques. Comment on va traiter progestatif 16e, 25e, traitement anti-androgène, metformine, pilule, microprogestatif. Donc là, c'est la pilule œstroprogestative en premier et éventuellement les progestatifs s'il n'y a pas de signe d'hirsutisme. Donc là, je vais arrêter et je reste à votre disposition pour les questions et la discussion. Merci, professeur Reitman.